Muhandam Khoran Kefash, Sherif Khaddam, la légende. Citation de Henri Amiel. Faire aisément ce que d'autres trouvent difficile à réaliser, c'est le talent. Faire ce qui est impossible au talent, c'est le génie. Chapitre 5. Découverte d'un talent. Au début du mois de novembre 1955, Chérif fit son deuxième voyage en Algérie, alors que la guerre de libération engagée un an auparavant s'était étendue sur tout le territoire. Attentats de l'ALN et sabotages commis par des compatriotes se multipliaient ici et là, mais plus particulièrement en Kabylie et dans le massif des Aurès. Pendant ce temps, les Tunisiens avaient obtenu un accord et les promesses d'un règlement rapide de la part du gouvernement Mendes France. Ils cessèrent les attentats, alors qu'au Maroc, des manifestations s'organisaient dans la rue pour réclamer la fin du protectorat. Aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King fut outré par l'interpellation d'une femme noire, Madame Rosa Parks, qui refusait de céder son siège dans un autobus à un blanc. The Red Scare, la terreur rouge, terrible chasse aux sorcières que Joseph McCarthy avait déclenchée par phobie de communisme, commençait, elle, à s'estomper. Malgré les bonnes relations initiales avec les pays occidentaux, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, commença progressivement à perdre leur faveur et se rapprocher de plus en plus de l'URSS. En Australie, le Premier ministre Robert Mendy continuait à ignorer les revendications des aborigènes spoliés de leurs terres et exclus de la vie sociale. Dès son arrivée, Chérif, de peur de contrarier ses parents, accepta leur volonté et se maria avec une jeune femme du village voisin. La célébration fut discrète et rapide, tant l'angoisse d'être arrêté par les soldats était omniprésente. Le premier jour, je l'ai passé à savourer la joie de retrouver ma famille, après plus de 3 ans d'un interminable éloignement. Oh, il y avait aussi le parfum de la cuisine de maman, l'odeur du cumin, de la galette cuite au feu de bois, les tabourets en orme sommairement fabriqués qui me rappelaient avec émotion mon enfance. Je revois encore aujourd'hui l'image de maman, animée par le désir de me faire plaisir pendant les quelques jours que je passais à la maison. C'est le lendemain de mon arrivée au village, me dit-il, que mon mariage eut lieu, conformément à la plus pure tradition laissée par nos ancêtres. En vérité, il était prévu depuis plusieurs mois déjà, mais je n'en avais été informé que quelques jours avant mon départ de Paris. La noce a été discrète, car la population vivait dans la crainte de la guerre et les nouvelles concernant le comportement des soldats devenaient de plus en plus alarmantes. Beaucoup de jeunes avaient commencé à quitter les villages. Ils étaient condamnés à prendre le maquis ou à vivre dans les grandes villes comme Alger ou en France. Je n'ai passé en tout et pour tout que 4 nuits chez moi. J'ai fini mon séjour chez des amis à Alger, où le conflit n'en était alors qu'à ses balbutiements en ce qui nous concernait, mais pour Mendes France et son gouvernement, il avait déjà atteint une certaine ampleur. Je me souviens avoir vu dans la capitale des débarquements que j'ai présumés être les avant-gardes des corps de parachutistes et de la Légion étrangère. Les Algérois regardaient descendre des bataillons entiers, qui faisaient résonner leurs pas cadencés sur les pavés des rues du port et de la gare. D'ailleurs, 2 jours après le mariage, mon père m'avait demandé de partir. Sherif Khaddam, un peu essoufflé par la dialyse de la veille, effectuée pendant 4 heures à l'hôpital, marqua une courte pause avant de continuer. C'était assez singulier, cette sensation de responsabilité à laquelle je n'étais pas préparé. Bien que je fusse plein de confiance en moi et plein de respect envers mes parents, j'ignorais comment gérer cette situation nouvelle. J'étais à la fois inquiet et rassuré. Je ne savais pas si je redoutais ou désirais le mariage. J'ai mis quelques mois avant de dissiper l'équivoque qui régnait dans ma tête sur la responsabilité d'époux. En fait, aujourd'hui, je ne saurais trop comment décrire en détail les sentiments que j'éprouvais. En revanche, je peux te dire qu'à cette époque, les jeunes hommes se mariaient par respect et obéissance envers les parents. Les jeunes filles, quant à elles, se mariaient par nécessité sociale et selon la volonté de leur père. Il faut savoir que, pour toute fille de la génération de mon épouse, dès qu'elle était âgée de plus de 15 ans, le mariage était le but principal de la vie. La richesse était très peu convoitée par le père de la jeune fille. Il considérait surtout la dignité de la future belle famille et la bonne santé du futur gendre. Aujourd'hui, la pureté des mœurs a presque disparu. Les jeunes femmes désirent, cherchent et fixent leur choix. Alors qu'à l'époque de ma jeunesse, les jeunes hommes subissaient et les jeunes filles se soumettaient. Je crois que ce sentiment existe encore en Afrique et dans d'autres pays comme en Inde. La volonté du père, continua-t-il, était précieuse et devait être respectée et exécutée par tous les enfants. En ce qui me concernait, je n'avais aucune difficulté à me conformer au choix de mes parents, car j'estimais naturel qu'un enfant leur obéisse. En plus, j'étais heureux de contribuer à un moment de bonheur pour que toute la famille profite de la vie et de la plénitude. Chose devenue rare aujourd'hui dans nos villages, conclut-il. Son attachement à la Kabylie, l'amour de ses montagnes, le respect des valeurs et des traditions étaient les rênes de son royaume artistique.
une tendresse naturelle et une sensation romantique le liaient aux femmes kabyles, belles, attirantes aux étincelants yeux noirs et à l'âme candide. C'était pour lui le guide de l'inspiration de ces chansons remplies d'un mélange de génie et de grâce, fondées sur la beauté et la pureté de ces jeunes filles montagnardes. Il ne fallait rien moins qu'une situation d'émigré pour ressentir la nostalgie de sa famille et de sa région. Pour compenser ce mal du pays, Chérif notait subtilement ces sentiments qu'il transcrivait aussitôt en vers, avec une symétrie harmonieuse, suscitant ainsi l'admiration de ses amis, et plus tard l'engouement de centaines de milliers d'hommes et de femmes. Après mon retour à Paris, je me sentis terriblement malheureux pendant quelques jours. Je crois que la période la plus difficile pour nous, les expatriés, était de se retrouver dans la solitude, après avoir pris l'habitude de vivre pendant un mois dans un bonheur familial absolu. C'est durant ce moment de crise morale que j'ai ébauché les premiers vers de ma chanson. Ô toi, fille de mon pays, toi qui hantes mon esprit, quand bien même émigré, avec toi mon cœur est resté. Aïlis ntumurthiou, athin firwer le mhayen, ou lamma nekdel ghaïb, madhouli ou yashidem. Cela m'est venu comme ça. J'aurais pu écrire Durdura, Nadia ou une autre. C'était l'inspiration du moment, conclut-il. Chérif profita de sa présence en Kabylie pour distribuer quelques 78 tours dans des cafés à des amis. Avant de quitter l'Algérie, il fut un détour par la radio d'Alger où il remit 3 copies de sa première chanson aux différents animateurs. À Alger, me dit-il, j'ai rencontré un ami d'enfance qui m'a fait part d'une sourde rumeur qui s'était propagée dans le village, quelques heures après avoir quitté ma famille. Chérif, le fils de Omar, est devenu troubadour pour quelques villageois, musicien pour d'autres, et les deux pour les plus incertains. De retour en France, sa vie d'ouvrier dans l'usine de peinture reprit, et celle du chanteur continua aussi, là où il l'avait laissée quelques semaines auparavant. Pour diverses raisons personnelles et familiales, les amis musiciens de Chérif se dispersèrent. Il dut s'entourer de nouveaux instrumentistes, afin de poursuivre tant bien que mal sa passion de chanteur. Tant bien que mal, parce que la guerre vint ralentir ses projets. Ma première expérience avec la guerre, me raconta-t-il, je l'ai vécue en 1956. En sortant de la station de métro Barbès-Rochechouart, je fus arrêté sans aucune sommation ni raison apparente, puisqu'il n'y eut aucun contrôle d'identité. En fait, ce jour-là, les CRS jetèrent dans leur car tous les hommes porteurs d'une physionomie nord-africaine. Ils s'étaient déployés dans des quartiers fréquentés par les Arabes, ou plutôt par les Kabyles, car à cette époque, la population d'immigrés était majoritairement de chez nous. Et ils embarquaient tous les bruns à moustache ou à cheveux crépus. Ceux qui avaient osé protester, et ils étaient nombreux, avaient été non seulement brutalisés, mais traités comme des chiens. Le soir, dans le campement de Vincennes où nous étions quelques milliers à être entassés, j'ai découvert les raisons de notre arrestation. Fort de sa notoriété, depuis les événements de Sétif en 1945, le mouvement des nationalistes algériens avait appelé à une manifestation contre la France. C'était en quelque sorte pour s'affirmer devant la popularité du FLN qui le supplantait depuis le début de la Révolution. Il faut dire que le plan du préfet de police de l'époque avait bien fonctionné, puisque le défilé de protestation n'eut jamais lieu, aux grandes dames de Messali Haj, leader du MNA. Après une nuit passée à la Belle Étoile, dans un froid glacial, sans boire ni manger, nous avons été relâchés à 4 heures du matin dans la confusion et l'incompréhension. Le comportement des CRS me parut encore plus odieux que je ne l'avais imaginé. Aujourd'hui, je suis persuadé que leur mépris n'a fait qu'accentuer la haine des Algériens envers la France. Telle fut ma première épreuve, due aux outrances des autorités policières françaises, conclut-il. L'organisation fédérative qui avait installé clandestinement le FLN en France exerça une influence sur les immigrés algériens. Les services de sécurité français étaient surpris par l'ampleur inattendue que le mouvement avait pris dans la région parisienne et dans les autres villes à forte concentration de travailleurs algériens. Les rafles dans des cafés arabes génèrent considérablement l'évolution artistique de Chérif Khaddam. Le temps n'était plus du tout au rassemblement dans les bistrots, mais plutôt dans des lieux plus discrets, où ses amis venaient passer du bon temps. Accompagné de ces nouveaux musiciens, il leur chantait quelques chansons traditionnelles qu'il reprenait en chœur, puis fredonnait l'air d'une de ses nouvelles mélodies. Tout le monde l'applaudissait, l'encourageait et louait la sensibilité de ses paroles et la beauté de sa musique. Il les remerciait, avalait une gorgée d'eau avant de replonger dans son monde animé par le témoignage chaleureux de ses amis. Quelques-uns l'écoutaient debout, d'autres accroupis ou assis à l'indienne, pendant que le reste s'était installé sur de vieilles chaises en métal rouillé. On mangeait des frites, des merguez ou des brochettes. Une ambiance bon enfant régnait en toute simplicité. Au début du mois de juin 1956, par un heureux hasard, ou peut-être par un élan de bonté du destin, il décida de rendre visite à sa boutique parisienne préférée, où il avait l'habitude d'aller fouiner parmi les nouveautés musicales du moment.
Alors qu'il examinait les pochettes des 78 tours des chansons orientales, Madame Sovia, la propriétaire, le salua. « Bonjour, shérif, tu vas bien ?»« Oui, je vais bien, lui répondit-il avec toute sa sensible considération. « Et vous ?»« Oui, oui, ça va. Merci, shérif. » Madame Sovia, âgée d'une 50aine d'années à peine, tenait son commerce depuis la fin de la guerre. Son mari avait été résistant et avait été tué par les Allemands alors qu'il tentait de fuir devant une patrouille. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux crépus, souriante et agréable, d'une politesse naturelle et d'un accueil aimable, avec invariablement quelques paroles de courtoisie envers ses fidèles clients. « Tu sais, dit-elle à shérif, j'ai un disque d'un nouveau chanteur kabyle que quelqu'un m'a procuré. Tu devrais l'écouter. Je suis sûr que tu vas l'aimer. »« Ah, moi je n'écoute que Slimane Azem et Cheikh El Hasnaoui. En dehors de ces deux chanteurs, je ne connais pas d'autre kabyle qui ait la même envergure, répliqua-t-il aussitôt avec un mélange de discrétion et de modestie. Je sais qu'à part tes deux idoles, tu te hasardes peu sur le terrain de la musique française. Pourtant, la chanson de Georges Brassens, Les amoureux des bancs publics, a du succès auprès de tes compatriotes. Indifférent à son discours, Chérif continua à parcourir quelques pochettes de disques. Il sourit et lui répéta que ses deux idoles s'exprimaient en kabyle et interprétaient les sentiments de chaque déraciné de son pays. « Tu te trompes, s'exclama-t-elle en le regardant par-dessus ses lunettes. Celui-là me paraît original, plus jeune et semble avoir un répertoire tout à fait différent de Azem et Hasnaoui. Écoute un peu, tu vas voir. Il a une voix prodigieusement mélodieuse, dit-elle pendant qu'elle enclenchait le disque sur le pick-up, la voix de son maître. Chérif ne dit plus rien et prêta l'oreille pour faire plaisir à son interlocutrice. Dès la première note, il demeura figé par l'étonnement, et souriant de bonheur, il resta un long moment bouche bée, alors que Madame Sovia, fervente adepte de la chanson orientale, le dévisageait d'un air curieux. Elle se dit que ce garçon avait quelque chose d'original. « Je commence à te connaître. Je savais que tu allais apprécier, hein ? Tu ne trouves pas que ses airs sont d'une grande qualité et que sa voix est excessivement touchante ?» Chérif Khaddam, rêveur, ne répondit rien. Se sentant examiné de la tête aux pieds, il rougit jusqu'aux oreilles. À son tour, il la regarda vaguement et découvrit pour la première fois qu'elle avait des yeux d'un bleu inhabituel. Il fut d'abord intrigué par son enthousiasme, puis il pensa qu'elle le faisait marcher. Enfin, il l'observa et manifesta quelques doutes avant de se rassurer. Elle ne plaisantait pas du tout, mais au contraire, elle avait sur le visage une expression d'honnêteté. Il finit par être persuadé de l'évidence de sa sincérité avant de s'exclamer « Madame, ce chanteur, c'est moi !» dit-il en fredonnant par anticipation les paroles de son double diffusées par le gramophone, comme saisi d'un sentiment aussi puissant qu'enivrant. La commerçante éteignit le gramophone et resta dubitative pendant un moment. Elle poussa le portillon du comptoir et s'avança vers lui tout en regardant tour à tour le visage de Chérif et le disque qu'elle avait dans la main. « Dis donc, tu me caches des choses, toi. Depuis quand chantes-tu ?»« Depuis quelque temps, répondit-il, sans vraiment réfléchir. « Tu as enregistré d'autres chansons ?»« Non, c'est mon premier disque. Il va falloir que tu le fasses enregistrer en plusieurs centaines d'exemplaires. » Chérif expliqua en détail les soucis qu'il avait rencontrés avant d'avoir dépensé une petite fortune pour l'enregistrer à compte d'auteur. « Écoute, mon gars, lui dit-elle d'un ton maternel. Après-demain, je vais à la maison de disques Pathé Marconi. Tu viendras avec moi. Je te présenterai au directeur monsieur Ahmed Achlef. Tu verras, c'est un homme fort sympathique, un Algérien me semble-t-il. D'accord, avec plaisir, mais il faut que je demande à mon patron l'autorisation de m'absenter, dit Chérif avant de la remercier et de quitter le magasin. Pendant le trajet de retour au foyer, il hésita avant de se laisser aller au plaisir d'une éventuelle réussite d'artiste, par crainte d'une nouvelle déception. Il se refusait à faire part de son rendez-vous à ses amis tant que rien de concret ne serait sorti de l'entretien avec le directeur du studio d'enregistrement Pathé Marconi. L'entretien avec le directeur avait commencé en français, puis s'était poursuivi en arabe. Après quelques échanges sur la musique orientale en général et sur les chanteurs algériens en particulier, le directeur vint à l'objet principal de leur entretien. « Assieds-toi, dit Ahmed Achlef. » Chérif prit une chaise et le remercia. « J'ai écouté ta chanson, dit-il à Chérif. Félicitations, elle est bien et nous allons l'enregistrer. Tu as d'autres morceaux ?»« Non, répondit-il avec hésitation. Ce n'est pas avec une chanson que tu vas devenir chanteur. Il va falloir te mettre au travail si tu veux être célèbre et durer. C'est la clé du succès, conclut-il. Chérif le remercia de la confiance qu'il lui accordait tout en pensant à l'étrangeté des hasards de la vie. À la seconde où il mit le nez dehors, il se métamorphosa. L'angoisse de l'incertitude fut remplacée par un large sourire perdurant sur son visage. Sa physionomie, sa démarche, son regard, son esprit avaient quelque chose d'indéfinissable. Rêverie, fierté, joie,
Mélancolie, il ne savait pas. Dans la rue, il adopta une démarche différente sans pour autant qu'elle fût hautaine. Bien que l'enregistrement et le contrat n'eussent pas été encore réalisés, il traversa des moments d'exaltation comme jamais il n'en avait vécu. Il songeait avec un plaisir inégalable qu'un jour il serait aussi célèbre que Slimane Azem et Cheikh El Hasnaoui, et peut-être même davantage. En tout cas, différent, et en harmonie avec moi-même, se dit-il. Il pensa à la réaction de sa famille, à leurs préjugés. Il se dit qu'après tout, il ne faisait de mal à personne, et que personne ne devrait l'empêcher d'exprimer la poésie dont la nature l'avait doté. Sans aller jusqu'à bousculer les mœurs, il ne se priverait pas du bonheur artistique et ignorerait les critiques et l'incompréhension des autres. Il continua à errer dans le quartier de Belleville. Il essaya d'envisager l'avenir d'un artiste célèbre, mais vite, il revint à son passé, à son enfance, la Zawiya, l'Oued Smar et Ras al-Hallouf, et bien sûr à la tuberculose qui avait failli l'emporter. Il compara les épisodes de sa vie à son expérience actuelle, et se dit qu'avec la grâce de Dieu, tout cela n'était plus que de l'histoire ancienne, sauf malheureusement la perte de son frère Salah, qui l'avait marqué à jamais. Depuis le jour où j'ai appris sa mort, je n'ai cessé de penser à ce petit frère que j'ai pourtant connu très peu de temps. J'ai mis longtemps avant de retrouver la tranquillité d'esprit. Même aujourd'hui, je pense à lui. Que veux-tu ? On ne se refait pas, me dit-il, avec le regret de la perte de cet être irremplaçable. ترقيدي مغي لحبة وهمة ومقحرق ورا وردي والأوان يطيش في اللاتي دي شراق لو كاين ذي الحق يكسن زي واليرفان لكن ماشي ذي لابغي شرقنا الهوى بحري الحب صفان ميده بلزن النسمة مال وغروان يا فرح ولبيض نزران عشن زمان ذيك الرحمن لكن ماشي دلا بغيس يفوق حبيبي والورد يدير ربان فوز الحسد ما الشر يروح اسوى مجار قدينا حزن يا صدر فريوان وردي بيض الاوان زيت قرانت الابصار زعما تتنور ياك النور ذا الدولاون افتر القديم غير احباب وهمه